Les débats continuent pour mettre au point un accord entre les courants du PS. Le Parti républicain pour une alternative libérale. Au moment de la fête de l'UMA, un bilan du PC. 8 ans après la mort d'Allende, la résistance pourchassée. Madame, monsieur, bonsoir. Entre deux revers et en attendant la balle de match de McEnroe-Gerulaitis, l'actualité de ce samedi soir. Avec d'abord une décision qui met un terme à bien des polémiques. Monsieur Defferre, le ministre de l'Intérieur, a décidé de supprimer cette carte d'identité informatisée qui était déjà délivrée dans 3 départements de la région parisienne. La mise en place de ces nouvelles cartes d'identité par le gouvernement de monsieur Barre avait provoqué la colère de l'opposition de l'époque, qui en avait saisi d'ailleurs la commission informatique et liberté, craignant une mise en fiche des citoyens. Les explications de Thierry Gandillot. Cette carte d'identité informatisée et plastifiée, vous ne pourrez plus vous la procurer. Le gouvernement vient en effet de décider l'arrêt de sa fabrication. Elle avait été délivrée pour la première fois le 5 janvier dernier dans 3 départements de la région parisienne et elle devait être mise en service dans toute la France d'ici 1983. Son avantage, elle interdisait toute fraude. Signature, photo et timbre fiscal étaient reproduits à l'aide d'un laser alphanumérique et les graphismes, dessinés par ordinateur, étaient difficiles à contrefaire. L'inconvénient de cette carte, l'atteinte aux libertés. Dans un premier temps, la commission informatique et liberté avait rejeté l'utilisation de caractères, les caractères dits OCRB, qui ne garantissaient pas le secret de la vie privée des citoyens. Le gouvernement, suivant l'avis de la commission, avait alors supprimé ces caractères et la carte informatique voyait enfin le jour. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement revient sur cette décision, estimant, je cite, que ce système pouvait donner lieu à une mise en fiche des citoyens. Et pour éviter la fraude, de nouvelles dispositions techniques seront mises à l'étude. La politique. Les socialistes n'iront peut-être pas dans l'unité à leur congrès de Valence, mais il ne s'agirait pas en l'occurrence d'un constat d'échec, mais d'une volonté du premier secrétaire du Parti socialiste, M. Jospin. Dans une déclaration d'intention, il l'a faite à l'occasion de ce comité directeur aujourd'hui. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Pierre Alain. Curieuse ambiance au comité directeur du Parti socialiste. On y sent planer à la fois une sorte d'état de grâce d'après-victoire et ce perpétuel échange d'idées qui caractérise le PS. On s'attendait à une discussion, voire à un affrontement entre les différents courants, discussion dont pouvait éventuellement en jaillir une synthèse partielle ou totale. Et puis, à 1h, le premier secrétaire du parti, Lionel Jospin, s'est prononcé contre l'adoption d'un texte commun, autrement dit contre la synthèse, et il a proposé un autre projet, un projet de motion unique, appelons-la la motion Jospin. Dès lors, 2 choses pouvaient se produire, ou bien les gens du CRS et les amis de Michel Rocard, lequel était d'ailleurs absent, affirmaient leur personnalité par des motions séparées, ou bien la motion Jospin convenait à tout le monde. C'est ce qui s'est passé, à quelques nuances près. Ces nuances, ces détails, on en discute encore au sein d'une commission des résolutions. Et il faut croire d'ailleurs que ces détails ont une certaine importance puisque la discussion continue et il est impossible à l'heure actuelle de dire à quelle heure elle se terminera. Mais le vrai problème pour les courants minoritaires, celui de Michel Rocard et celui de Pierre Mauroy, est de savoir dans quelle proportion ils seront représentés à la nouvelle direction du parti. Cela se détermine habituellement en fonction des suffrages recueillis par les différentes motions en congrès. Or, cette fois, il semble, je dis bien il semble que l'on se dirige vers une motion unique, ce qui constituerait un événement. C'est donc à une sorte de marchandage que se livrent en ce moment les dirigeants du parti, et il paraît évident que les mitterrandistes en sortiront gagnants. Bien, il faut peut-être ajouter que M. Rocard, s'il est absent de Paris, est en visite officielle au Canada, et que pour l'instant, les travaux de ce comité directeur du Parti socialiste sont suspendus jusqu'à 21h. Nous aurons d'autres informations donc dans le dernier journal en fin de programme. L'opposition essaie de son côté de définir sa nouvelle doctrine. Après l'université d'été du CDS, l'une des composantes de l'UDF, celle du PR, le Parti républicain, le parti de l'ex-président de la République, réuni à Lacanourgue en Lozère. Le reportage de notre envoyé spécial. En une semaine, plus de 300 militants du Parti républicain seront retournés à l'école. Pour les anciens, une école tout à fait différente des années précédentes, tant il est vrai que se retrouver dans un parti d'opposition oblige à changer les habitudes. Mais paradoxe, au PR, il y a aussi les militants de la 25e heure, les giscardiens du 11 mai. Compte tenu de ce qui se passe, je crois qu'au détriment de sa vie familiale, de sa vie personnelle, je crois qu'il faut s'engager et il faut faire des actions que nous n'avions pas peut-être fait jusqu'à présent. Et c'est peut-être aussi une raison de l'échec. Est-ce que vous ne trouvez pas ça difficile d'être giscardien aujourd'hui? Bien, je vous dirais d'abord, le terme giscardien n'est pas
automatiquement le terme qu'il faut prendre. Bon, giscardien, ça voulait dire à l'époque d'avoir un président qui s'appelait M. Giscard d'Estaing. Maintenant, je crois que c'est plutôt de dire que le parti, dit parti républicain, défend une doctrine qui est la doctrine libérale, socio-libérale, puisqu'elle est aussi en prise de progrès, enfin, recherche à établir une certaine égalité entre les Français. Et je crois qu'actuellement, justement, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être d'ailleurs revenir aussi aux sources d'un certain libéralisme de progrès, qui a peut-être été également abandonné pendant un certain temps. Changement de mentalité, l'université d'été du Parti républicain a eu aussi cette année des élèves turbulents qui demandaient moins de nominations et davantage de démocratie interne. Il est vrai que je nommais par exemple le bureau politique et je nommais un certain nombre de membres au Conseil national et que les militants ont exprimé la volonté qu'un certain nombre de ces personnes qui étaient nommées soient élues. Et puis aussi une volonté de renforcement, dans l'application d'ailleurs de nos statuts, de la vie de nos fédérations pour qu'il n'y ait pas de blocage. Aujourd'hui, les giscardiens souhaitent que leur voix soit mieux entendue, parfois leurs opinions contradictoires, quitte à laisser paraître à l'extérieur certaines divisions. Après tout, disent-ils, les socialistes, quand ils étaient dans l'opposition, n'ont pas fait autrement et ils ont réussi. Reste une inconnue, l'ombre de Valéry Giscard d'Estaing a beau avoir plané sur la Canourgue pendant une semaine, aucune consigne n'est venue d'en haut. Et il est bien difficile dans ces conditions de définir une doctrine giscardienne d'opposition. Alors justement, ce désarroi de l'ex-majorité, M. Degnaud, l'ancien ministre de M. Giscard d'Estaing, dont il était très proche d'ailleurs, et qui était l'invité d'aujourd'hui, ce désarroi, il l'a quelque peu dissipé. Hier, il a déjeuné avec M. Giscard d'Estaing, en compagnie d'autres dirigeants de l'UDF, et pour lui, vous allez l'entendre, le retrait de M. Giscard d'Estaing n'est pas comparable à celui du général de Gaulle. Son retour sur la scène politique ne fait aucun doute. Il ne faut pas comparer toujours avec le général de Gaulle. Quand le général de Gaulle a quitté le pouvoir, il l'a quitté, bon, avec son rôle de personnage historique ou autre, et d'ailleurs, c'était sur un référendum, c'était pas sur une élection en ce qui le concernait. Il s'est retiré dans sa retraite, et tout le monde a gardé cette image. Je crois que le cas que nous avons maintenant, qui est tout à fait nouveau, il n'y a pas de précédent, puisque le général de Gaulle est parti de lui-même, que le président Pompidou est mort. Première échéance normale. Et c'est la première échéance normale. Eh bien, il faut s'habituer à ce que ce soit normal, c'est-à-dire qu'il y ait une alternance et qu'un ancien président de la République, qui en plus a l'âge qu'a Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire 55 ans, ne soit pas désintéressé par ce qui se passe en France. C'est tout à fait normal. Et donc ceux qui croient qu'il va disparaître et qu'il ne va plus intervenir sur rien, moi je crois que cela se trompe. Voilà, et M. Degnaud a également dénoncé ce qu'il appelle la boulimie de réforme du nouveau gouvernement, sans rapport avec lui, avec les vrais problèmes, c'est-à-dire l'inflation et le chômage. Juste une petite aparté à propos du tennis. Gerulaitis et McEnroe, qui en étaient au 4e set, sont désormais à 2-7 partout. Ils sont à égalité. Donc un match qui promet et dont nous aurons peut-être la fin au cours de ce journal, de toute façon, juste après. Premier jour de la fête de l'humanité à la Courneuve aujourd'hui. Pour M. Marchais, interrogé par nos confrères de TF1, le bilan actuel du gouvernement est positif, mais la lutte des classes continue pour le changement, avec deux problèmes indispensables à résoudre, deux problèmes qui font l'unanimité, opposition et majorité, c'est-à-dire l'emploi et les prix. Sur place à la Courneuve, Lucie Saumon. Comme chaque année, ils sont venus à la fête de l'humanité par centaines de milliers. Pour la fête, ses flonflons et ses manèges, mais aussi pour la politique. Avec 4 ministres communistes au gouvernement, c'est aussi la fête du changement. Cette année, je crois que c'est la bonne humeur qu'on y croit partout. La bonne humeur, la bonne entente, c'est vraiment presque la fête de famille. La fête de l'humanité, c'est aussi la solidarité internationale. Cette année, l'Irlande, avec le témoignage du député irlandais Owen Caron. À l'occasion de la fête également, le Parti communiste a lancé une grande campagne contre la bombe à neutrons. Le changement dans la fête, c'était aussi la venue de militants pas comme les autres, les ministres communistes. Par exemple, Charles Fitterman, ministre des Transports, pour qui cette nouvelle expérience n'est pas toujours facile. Sur les épaules, parce qu'on se dit... tout cet enthousiasme, toute cette attente, il faut beaucoup travailler pour ne pas la décevoir. Mais la fête de l'humanité permet aussi une grande campagne d'adhésion. Pour les visiteurs, il y a une certaine euphorie dans l'air. Je pense que c'est pas mal, l'accueil est bon, les gens viennent, on discute. Je pense qu'il faut qu'il y ait encore plus de monde au parti. En attendant le discours politique de Roland Leroy, demain après-midi, une grande foule s'est rassemblée, comme chaque année, devant la scène centrale
pour écouter chanter Catherine Lara. Il faut aussi remarquer que pour la première fois depuis 1977, c'est-à-dire la date de la rupture de l'Union de la gauche, un officiel socialiste s'est rendu aujourd'hui à la fête de l'Humanité à la Courneuve. Il s'agissait de M. Claude Estier. La fête de l'Humanité, c'est l'occasion de faire le point sur la situation actuelle à l'intérieur du Parti communiste. C'est ce qu'a tenté de faire Jean-Michel Mercurol. Mais avant que de regarder ce reportage, je vais vous préciser que Mme Gisèle Moreau et M. André Lajoigny, qui figurent dans cette enquête, nous ont demandé que leurs interventions soient retirées si des communistes contestataires avaient également l'occasion de s'exprimer. Accéder à cette demande, c'était en fait s'interdire de traiter le sujet lui-même, ce que nous n'avons pas. Tout le parti mobilisé pour la fête de l'UMA, l'image que donnent depuis des semaines les militants communistes. À peine reposés des campagnes électorales, ils convient à fêter le changement. Le changement en positif, ce sont bien sûr les ministres communistes, mais en négatif, c'est aussi le score du PC aux dernières élections. Dans la presse communiste, comme chez les dirigeants, on préfère mettre l'accent sur la participation au gouvernement. Nous sommes au gouvernement, avec le Parti socialiste, chaque parti garde sa personnalité. Et en ce qui nous concerne, nous avons nos conceptions, notre opinion sur des problèmes internationaux comme sur des problèmes intérieurs. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure le chômage ou les prix. Nous faisons des propositions pour résoudre ces questions dans le sens de l'intérêt des travailleurs. Dans tous les domaines, nous faisons nos propositions, non pas en opposition comme c'était le cas précédemment, mais de façon constructive pour résoudre les problèmes. Seul domaine où le PC se démarque, la politique étrangère, bombe à neutrons, rapport avec les États-Unis. Pour le reste, tout se passe comme si l'Humanité était devenue le journal le plus gouvernemental. Mais depuis le 10 mai, la contestation n'a pas désarmé à l'intérieur du PC. On a parlé d'une opposition pro-soviétique, mais il y a aussi Rencontre communiste, le journal d'Henri Fisbin, autour de qui se sont regroupés quelques militants qui veulent un véritable débat à l'intérieur du PC. Mis à l'écart de leurs responsabilités, ils restent membres du PC, la question de leur exclusion n'est pas posée. Il nous invite à discuter, c'est-à-dire assimiler le contenu très riche du rapport de Georges Marchais. C'est une discussion bien balisée, dans un cadre prédéterminé, et qui consiste essentiellement en une assimilation d'enseignements tombés du ciel. Pas de discussion aseptisée, disent les fisbinistes. Le rapport de Georges Marchais n'est pas la seule analyse possible, un avis qui est loin d'être partagé par d'autres militants qui affirment exprimer l'opinion de la plus large majorité, comme ici dans cette cellule de Villejuif. Pour moi, personnellement, il n'y a pas d'affaire Fisbin. Ce camarade prétend parler au nom d'un certain nombre de communistes ou du parti, alors qu'il les connaît très bien en dehors des règles démocratiques qui régissent la vie du parti. Et je crois que de ce point de vue, à partir du moment où on agit de cette façon, eh bien, il est évident que c'est son problème, mais c'est pas le nôtre. Mais il n'y a pas de crise. Le Parti communiste est un grand parti, un parti démocratique de 700 000 membres qui discute, qui vit, qui se développe. Et dans la préparation du 24e congrès, que nous souhaitons très intense, très riche, chacun discute, apporte son avis et chacun compte pour un. Et cette discussion, elle se déroule évidemment selon les règles décidées par le congrès, par la majorité des communistes et acceptées par eux. Que signifie l'expression discuter plutôt deux fois qu'une qu'on a vue dans l'Humanité ces jours-ci? Ça signifie qu'il faut vraiment beaucoup discuter parce que la situation est nouvelle, elle est complexe, parce que nous avons le problème du recul électoral que nous venons de subir et qu'il faut examiner les causes de ce recul et bien entendu les moyens d'y remédier. L'important pour le PC, c'est le bilan de l'action menée jusqu'ici. Une action qui ne se limite pas seulement au travail ministériel, mais qui est aussi l'œuvre des députés. Notre travail, malgré la diminution du nombre de députés communistes en fonction d'une loi électorale injuste, notre travail était positif. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a des lois qui ont été votées qui portent la marque des interventions des députés communistes. Je pense notamment... Ni au gouvernement, ni à l'Assemblée, les communistes ne semblent souffrir du complexe des minoritaires. Convaincus au contraire d'être les tout premiers artisans du changement, ils veulent partout peser de toutes leurs forces militantes. Une façon pour eux de rattraper leur perte d'influence dans le pays. Les ministres communistes ont déjà démontré qu'ils voulaient tout faire pour réussir le changement. Et nous sommes battus pendant des années et des années pour que ce changement arrive. Il est évident que l'originalité des communistes, ça va d'être les meilleurs pour que ce changement réussisse. Un rappel maintenant, le vote des députés la nuit dernière en faveur du projet de loi de décentralisation, deuxième partie de la loi qui supprime les tutelles des ministères et des préfectures sur les départements et les communes.
Le ministre des Anciens Combattants rétablit le 8 mai, jour férié et chômé, fait du 19 mars, fin de la guerre d'Algérie, une date nationale. Réaction hostile d'une association de rapatriés, le Front National des Rapatriés, pour qui le 19 mars 1962 n'est que la date de la perte définitive de l'Algérie, alors que pour le ministre, il s'agit non pas de commémorer cet événement, mais l'occasion de se souvenir des victimes de cette guerre. Monsieur Bernasconi, le président des PME, petites et moyennes entreprises, reçu ce matin à l'hôtel Matignon, propose un plan d'engagement réciproque entre le gouvernement et le patronat sur une durée de 2 ans et qui devrait se dérouler en parallèle du plan établi par le gouvernement. Monsieur Bernasconi qui ajoute qu'à l'heure actuelle, une signature globale à l'échelon interprofessionnel sur la durée du travail n'est pas envisageable. L'accord, je vous le rappelle, avait été signé par le CNPF et l'ensemble des syndicats, à l'exception de la CGT. En général, le tunnel sous la Manche, c'est plutôt un sujet de reportage du mois d'août. Cette fois-ci, le serpent de mer fait sa réapparition au mois de septembre, à la suite du sommet entre M. Mitterrand et Mme Thatcher. Une première réunion d'experts doit avoir lieu d'ici à 1 mois. Aujourd'hui, le projet présenterait l'avantage d'offrir des emplois de part et d'autre de la Manche. La presse anglaise est partagée sur ce sujet. Les optimistes y voient un renouveau de l'entente cordiale. Daniel Lecomte. Et puis il y a aussi les sceptiques qui, comme le Daily Telegraph ce matin, écrivaient méchamment « Rappelez-vous Concorde ». Une vieille histoire que cette idée du tunnel sous la Manche, une idée qui fait rêver un ingénieur français, le premier dès 1802. C'est en 1881 que les premiers travaux de forage sont entrepris côté anglais avec le percement d'une galerie. Tunnel pour diligence, puis pour train, puis pour voiture, les suggestions ont été nombreuses et souvent audacieuses. Il faut donc attendre 1973 pour qu'un projet sérieux voie le jour. Un tunnel ferroviaire à 3 voies, 400 mètres percés de part et d'autre, un projet en bonne voie donc, jusqu'à ce que Harold Wilson décide d'interrompre les travaux, trop chers, dit-il officiellement. À cette époque, la SNCF oriente ses recherches vers une ligne à grande vitesse, une ligne à 2 branches, l'une vers le tunnel, l'autre vers l'île Bruxelles, avec une connexion entre les deux. Les Britanniques font de même entre Londres et le tunnel, un TGV en quelque sorte qui aurait mis Londres à 2h30 de Paris. Aujourd'hui, c'est dans ce sens, croit-on savoir, qu'iront les nouvelles études. Elles présentent, si elles tiennent compte du projet de 73, l'avantage d'impliquer la CE qui, par son assemblée, avait proposé en mai 81 de relancer le tunnel. Cette fois-ci, dit-on, le projet est sérieux. Ministres français et anglais doivent d'ailleurs se rencontrer dès octobre pour en discuter. Le coût global se situe entre 5 et 11 milliards de francs. Les problèmes ne manquent donc pas, à commencer par la question du mode de financement, mais la perspective de créer 100 000 emplois sur plusieurs années devrait sans aucun doute constituer un argument de poids. Étranger Iran, manifestation cet après-midi à Téhéran entre gardiens de la Révolution et Moudjahidine. 2 personnes ont été tuées. Hier soir, c'était un proche de l'imam Khomeini qui était assassiné en pleine rue, comme vous allez d'ailleurs le voir sur ces images impressionnantes diffusées par la télévision iranienne. Philippe Rochaud. C'est la panique à la sortie de la grande mosquée de Tabriz. L'attentat s'est produit quelques minutes auparavant pendant la prière. Un homme, une grenade à la ceinture, s'est approché de l'ayatollah Madani qui venait de terminer la prêche du vendredi. Déchiqueté par l'explosion, il est mort avec sa victime et 6 autres fidèles. Ces images ont été tournées par la télévision iranienne et commentées sur le ton d'une véritable lamentation. L'ayatollah Madani était populaire, dit-on à Téhéran. La preuve, cette foule de 50 000 personnes qui le pleurent et qui retrouvent ici les gestes de la passion, du martyr, qui caractérise la foi des musulmans chiites, se frapper la tête et la poitrine en signe de lamentation. L'imam Khomeini a désigné un successeur à l'ayatollah Madani afin de montrer que ces attentats ne sauraient paralyser la marche de la révolution islamique, mais il a juré de le venger. Pologne, depuis 48 heures, l'Union soviétique accentue ses critiques à l'égard de Solidarité. Après la presse écrite, c'est au tour de la télévision soviétique de montrer des réunions anti-Solidarité organisées dans différentes usines de Russie pour dénoncer l'appel du syndicat indépendant polonais aux autres travailleurs des pays de l'Est. Parallèlement, l'agence TASS, l'agence officielle soviétique, a annoncé cet après-midi la fin des manœuvres soviétiques aux abords des frontières polonaises.
Manifestation hier soir à Paris devant l'ambassade du Chili à l'occasion du 8e anniversaire du coup d'État du général Pinochet. Monsieur Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste, y a été pris à partie par des militants d'Action Directe qui réclamaient la libération des prisonniers politiques qui, selon eux, restent toujours dans les prisons françaises. Enquêter sur l'opposition au Chili pour un journaliste est pratiquement impossible. C'est pourquoi le reportage réalisé clandestinement par Jean-François Bélier est particulièrement intéressant à suivre. Il permet, et c'est rare, de faire le point sur la résistance intérieure de ce pays. Cette femme est le symbole du Chili qui souffre. Ses deux fils et son mari, des militants communistes, ont été arrêtés par la police politique et n'ont jamais reparu. Le bilan de 8 ans de répression est très lourd. 20 000 morts, 2500 disparus, coupables d'avoir résisté à la dictature. Pour ceux qui tentent de relever la tête dans la rue, dans les syndicats, le risque reste toujours aussi grand. 298 arrestations depuis le début de l'année, des dizaines de relégations, de mystérieux assassinats, œuvre de commandos paramilitaires. Cet homme, Manuel Bustos, est démocrate chrétien. Il y a encore 2 mois, il était président de la Coordinadora Nacional qui tente de reconstruire le mouvement syndical démantelé par la junte. Il est aujourd'hui en prison avec son adjoint, un communiste, accusés tous les deux de représentation illégale de travailleurs. Depuis le coup d'État de 1973, la majorité des dirigeants du mouvement syndical ont été emprisonnés, assassinés ou exilés. Cette politique de répression s'est traduite plus tard par l'élimination de toutes les organisations syndicales importantes. En 1978, 7 fédérations et confédérations ont été interdites, c'est-à-dire qu'en tout 550 syndicats ont été mis hors la loi. Aujourd'hui, cette politique de répression signifie toujours assassinat de dirigeants et de travailleurs. Une véritable politique d'intimidation au jour le jour qui a pour but de faire naître la peur parmi le peuple et de l'empêcher de mieux s'organiser. Et c'est vrai que la peur existe, mais malgré cela, les organisations de travailleurs continuent à se renforcer. Dieu vous aime, travailleurs. C'est le cardinal de Santiago qui parle ici devant des dirigeants syndicaux. L'Église, ses secteurs les plus progressistes, à tout le moins, joue un rôle essentiel dans la résistance au général Pinochet. Ses avocats, ses prêtres assistent les prisonniers politiques et les victimes de la répression. Ces locaux s'ouvrent aux réunions syndicales. Aux côtés des communistes et des socialistes, les chrétiens sont présents sur tous les fronts de la résistance. Pourtant, le gouvernement s'obstine à qualifier le mouvement syndical d'opposition d'instrument de la conspiration marxiste. Vous n'acceptez pas cette accusation de communisme, pourquoi? D'abord parce que je suis démocrate chrétien. Ma philosophie est très éloignée du communisme. Le fait que la Coordinadora soit composée de syndicalistes de différentes idéologies nous permet précisément de résoudre les problèmes des travailleurs, qui ne sont pas des problèmes idéologiques au niveau où ils se posent, au niveau syndical, en nous préoccupant seulement de trouver les meilleures solutions. Condamnée à la clandestinité, l'opposition de gauche, sa presse le prouve bien ici, a fini par se radicaliser. L'extrême gauche, et depuis 1 an le Parti communiste, s'organise dans la perspective d'une insurrection. Le PS n'est pas loin de les rejoindre. Le parti veut faire de la lutte revendicative immédiate dans les domaines qui intéressent le plus les travailleurs, le tremplin d'une grande mobilisation
dans laquelle les organisations politiques tiendront une place de plus en plus importante, en attendant la phase décisive de l'affrontement, du combat contre la dictature. Y de base del movimiento popular para entrar definitivamente en una fase que implique un combate frontal y decisivo por la dictadura. La presse officielle chante bien haut les succès d'une police qui n'a pourtant pas su démanteler l'appareil de la résistance. Deux dirigeants de petits partis de la gauche chrétienne ont tenu à nous expliquer comment l'on fabrique les journaux clandestins, comment ils circulent de main en main dans les quartiers, les usines, les bureaux, comment les directions, très cloisonnées, les utilisent pour informer leurs militants. Bien vivante, mais sans grands moyens, la résistance sait pourtant qu'elle ne pourra se développer sans la solidarité internationale. La victoire de François Mitterrand constitue pour nous l'espoir qu'un nouveau bastion va naître dans la bataille pour l'isolement de Pinochet. Le triomphe de François Mitterrand doit contribuer de manière décisive à interdire la conclusion de vente d'armes à la dictature. Oui, ce qu'on peut simplement dire, c'est que le gouvernement actuel a promis de respecter les accords de livraison d'armes passés par le précédent gouvernement de M. Barre, avec toutefois deux problèmes particuliers, justement, à propos du Chili et de l'Afrique du Sud. Rapidement encore, au mois d'août 1980, l'explosion d'une bombe dans la gare de Bologne en Italie avait fait 76 morts, vous en souvenez sans doute. Eh bien, un an après, 9 ressortissants italiens suspectés par la police anglaise viennent d'être arrêtés à Londres. La tournée des Springboks, les rugbymen sud-africains en Nouvelle-Zélande, continue d'engendrer les manifestations violentes. Ce fut le cas à Auckland, comme vous allez le voir sur ces images, où 6000 manifestants brandissant des panneaux contre l'apartheid, la ségrégation raciale, ont envahi le stade avec cette fois-ci en plus un avion survolant le stade, lâchant des banderoles et des projectiles divers. Le président du comité olympique international, M. Samaranch, a déploré une nouvelle fois ces incidents, mais a déclaré ne pas pouvoir empêcher ce genre de tournée. Les sports, Grand Prix automobile de Monza, avec encore en première ligne une Renault, celle de René Arnoux demain, devant la Williams de l'Argentin Rothmans, toujours en tête lui de la course pour le titre de champion du monde de Formule 1. En troisième position, Prost sur Renault et Lafitte sur sa Talbot Ligier. Une bonne nouvelle des championnats d'Europe de natation en Yougoslavie, pour une fois, ça n'arrive pas si souvent. La médaille de bronze de Frédéric Delcourt aux 200 mètres d'eau, messieurs. Et pour ne pas changer encore du tennis, en Coupe Davis, la France et le Japon à Paris sont à égalité. Une victoire partout, victoire de Thierry Tulane et une défaite de Moreton sur blessure. Il s'agit d'une rencontre de barrage. Le tiercé et les pronostics de Pierrette Bresse pour demain à Longchamp. Je pense que vous allez voir, vous les voyez, ces chevaux favoris, le 13, le 6, le 2, le 5, le 4, le 7, le 8 et le 12. Et puis maintenant, la météo de Laurent Boussier. Oui, demain encore un peu de soleil, mais l'été indien risque de prendre fin avec l'arrivée lundi d'une perturbation nuageuse importante venant de l'Atlantique. Tout de suite, regardons les températures qui ont été relevées à 14 heures par la météo nationale et qui sont malheureusement généralement en baisse. Elles étaient même souvent inférieures à 20 degrés. Le temps pour demain matin, il sera encore nuageux avec des ondées, voire des orages sur les Alpes. Des nuages, il y en aura aussi sur les régions de l'ouest et du nord, la Bretagne, la Normandie, les Côtes du Nord et même la région parisienne. Mais là, ils seront beaucoup moins nombreux et ils alterneront avec du soleil. Néanmoins, quelques ondées sont à craindre. Sur tout le reste du pays, c'est du soleil après la dissipation des brumes matinales. Les températures pour demain maintenant, eh bien, elles sont sans grand changement de 18 à 25 degrés. Et pendant que vous regardez notre agenda, je vais vous donner un mot du temps pour lundi. Là, malheureusement, ça se gâte. Cette perturbation va envahir dès le matin la Bretagne et va recouvrir pendant la journée toutes les régions du nord, y donnant un temps très nuageux et souvent pluvieux. Sur le sud, un peu plus au sud, le temps sera là plus variable avec du soleil et des températures légèrement en hausse. Voilà, c'est ce qu'on appelle une météo en 5-7. Bien, maintenant on va retourner à Flushing Meadows pour voir la fin du match Gerulaitis-McEnroe et puis les autres matchs, l'autre demi-finale de la soirée. Je vous rappelle tout de même que le dernier journal, tout à fait en fin de programme, sera présenté par Serge Mistret et que demain, l'invité d'Antenne de Midi, ce sera Jean-Michel Bello, le perchiste français. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2. On retourne aux États-Unis pour le tennis. Bonsoir.